Merci, bonjour à tous. Ravi de vous recevoir dans ce premier webinaire organisé par notre MEDEF, et je voudrais avant tout en profiter en ma qualité par ailleurs de membre du bureau du MEDEF de l'Est parisien, 93 et 94, vous apporter le salut de son président, du bureau et du conseil d'administration qui, vous l'imaginez, est sur le pont dans cette période pour essayer d'apporter à son niveau le soutien, les informations nécessaires à toutes les entreprises de son territoire. C'est dans ces moments-là qu'effectivement, une organisation patronale comme la nôtre essaye de se mobiliser au service de ses adhérents et au service donc des différentes entreprises. C'est dans ce cadre-là que nous apportons notre touche avec Vanessa Labose, donc, comme l'indiquait Pascal, qui est la responsable juridique au sein du MEDEF de l'Est parisien, pour vous apporter, et c'est l'objet de ce webinaire, un certain nombre d'informations, de partage de pratiques concernant l'activité partielle, qui est aujourd'hui devenu un véritable sujet d'actualité, qui pose un certain nombre de questions, et c'est à ces questions que nous allons essayer, Vanessa et moi, de répondre. Je vous propose, pour que ce webinaire soit structuré dans sa présentation, de partir d'avoir plusieurs parties. La première, je vais d'abord évoquer avec vous un peu ce qu'est cette activité partielle, les grands principes. Ensuite, comment concrètement la démarche se fait aujourd'hui sur le site qui lui est réservé. Et puis ensuite, dans une troisième partie, mais qui est aujourd'hui bien soucieuse pour nous tous, évoquer avec vous un certain nombre de problématiques que l'on rencontre souvent. Je veux parler de l'activité partielle et des congés payés, je veux parler de l'activité partielle et les différentes modulations qui peuvent exister au sein d'une même entreprise. Je veux parler par exemple de l'activité partielle et du télétravail. Nous avons entendu plein de choses à ce niveau-là qui ont pu inquiéter un certain nombre d'entreprises, et donc nous souhaiterions avec Vanessa pouvoir vous apporter un certain nombre d'éclairages et de précision sur toutes ces problématiques qui intéressent l'activité partielle. Voilà donc le plan de ce webinaire qui doit en principe durer 1 heure, avec cette partie d'abord d'exposé. Je suis un petit peu désolé d'exposer un peu magistral, mais ensuite les questions, s'il y en a, seront bien évidemment les bienvenues. Alors, comme je l'indiquais, il faut peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est l'activité partielle. Je vous rappelle que ce mot activité partielle est relativement récent, puisqu'avant ça s'appelait le chômage partiel, et qui finalement était une expression qui rendait mieux compte de ce que cela voulait dire, à savoir la possibilité pour une entreprise, à la suite de difficultés économiques que l'on qualifiait à l'époque de conjoncturelles, pouvait baisser son activité et corrélativement réduire son temps de travail. L'idée, je dis à l'époque parce que ça semble bien loin, était effectivement, quand une entreprise se trouvait confrontée à un événement tout à fait inhabituel, de pouvoir réduire donc le temps de travail des salariés et faire bénéficier à ces salariés sur le temps qui était chômé d'une indemnisation, une indemnisation qui était d'abord bien sûr versée par l'entreprise, qui ensuite rémunérait, remboursait l'entreprise. Donc l'idée est de pouvoir amortir le choc lié à des difficultés conjoncturelles, choc qui implique une réduction du temps de travail, avec l'idée surtout, et c'est encore toujours d'une grande actualité, l'idée fondamentale de ce qu'on appelait le chômage partiel et d'aujourd'hui ce qu'on appelle l'activité partielle, c'est fondamentalement de préserver l'emploi des salariés, de préserver la pérennité de l'entreprise pour lui permettre de passer pendant une durée déterminée une période qui est difficile. Bien. Donc, ce système-là existe depuis de nombreuses années, et en dernier lieu avait été revu dans les années 2012-2013 et était venu apporter un certain nombre de précisions. Nous n'imaginions pas que ce système, qui était utilisé de façon très parcellaire, prendrait aujourd'hui une telle importance. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est devenu le sujet numéro 1 en ce qui concerne toutes les activités relatives, tout ce qui concerne le droit social et le monde du travail dans les entreprises. Et donc, ce qu'il faut immédiatement savoir, c'est que depuis des mi-mars, et puis surtout depuis fin mars, il y a toute une série de textes rédigés en urgence, publiés en urgence dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, qui, vous le savez, dure pendant une durée de 2 mois jusqu'au 24 mai. Ces différents textes
sont venus en quelque sorte adapter un système qui était prévu pour être très ponctuel, l'adapter à un véritable phénomène de masse qui est bien sûr lié au confinement et à la crise que nous connaissons. Donc, voilà le contexte général, sachant que d'une façon qui, elle, n'a pas changé, cette activité partielle peut prendre deux formes distinctes. Soit il va y avoir une fermeture temporaire de l'entreprise ou d'une partie de l'établissement, soit il ne va y avoir qu'une réduction de l'horaire de travail qui est pratiqué au sein de l'entreprise. Donc on est dans deux situations différentes qui n'ont pas toutes les mêmes implications, mais qui toutes vont avoir un effet sur les conditions de travail et sur l'exécution du contrat de travail. Ce qui me permet de faire la liaison avec qui peut bénéficier, et c'est important de le rappeler, qui peut bénéficier de l'activité partielle. En d'autres termes, quels sont les salariés qui sont éligibles à l'activité partielle. À ce sujet-là, là aussi, il est important de revenir aux principes et aux règles de base qui permettent de bien comprendre ce qu'il en est. Ne peuvent bénéficier de ces formules d'activité partielle qu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, que ce contrat de travail soit à temps plein d'ailleurs ou à temps partiel. Et quand je dis un salarié titulaire d'un contrat de travail, ça n'est pas une tautologie, c'est qu'effectivement, vous le savez, il peut y avoir des personnes qui ont un statut collectif, un statut de salarié, je pense notamment aux mandataires sociaux, mais qui, par ailleurs, ne sont pas titulaires d'un contrat de travail parce qu'ils ne sont pas dans un lien de subordination. Eh bien, il est important tout de suite de dire que ces dirigeants d'entreprise, ces mandataires sociaux, ne sont pas éligibles aux aides qui relèvent de l'activité partielle. Donc, il est important, ça ne peut concerner que les salariés qui ont un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel. En ce qui concerne la procédure de recours à temps partiel, et là on arrive dans une actualité qui est une actualité totalement brûlante, eh bien, auparavant, jadis, j'aurais presque envie de dire, dans des temps qui nous semblent bien lointains, ces demandes se faisaient, alors il y a très très longtemps, papier avec une multitude de documents. Aujourd'hui, la procédure est totalement dématérialisée, en fait elle l'est depuis 2014, et il était prévu à l'origine que la durée, parce que vous avez bien compris que le recours à l'activité partielle a une durée limitée, c'est une durée déterminée, était une durée au départ qui était de maximum de 6 mois et qui, dans le cadre du dispositif actuel et des nouvelles dispositions légales, est passée aujourd'hui à 12 mois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est donc effectivement dans une situation de totale dématérialisation avec un site, et là vous l'imaginez bien, ce site qui était un site utilisé de façon très ponctuelle, a été pris en quelque sorte d'assaut par la totalité des entreprises. Les chiffres qui circulent un peu partout dans la presse laissent rendre bien compte de d'amortir le choc lié à des chutes de chiffre d'affaires et des chutes d'activité. Et donc, quel que soit enfin, ce qui s'est passé, c'était quasiment évident, eh bien, il se trouve que ce site a eu du mal à la mi-mars, aujourd'hui encore, connaît un certain nombre de difficultés compte tenu d'un nombre de connexions absolument incroyables qui n'avaient pas été forcément paramétrées quand le site avait été créé à l'origine. Donc, ne soyez pas objectivement inquiets si vous avez un certain nombre de difficultés pour recueillir des codes, pour avoir l'habilitation. Je peux en parler immédiatement. Tout ça prend parfois un petit peu de temps. Sachez que c'est un exemple qui m'a été donné. Il y a, dans la région parisienne, il y avait été recensé, mais ça date déjà d'il y a quelques jours, plus de 15 000 bugs, donc de 15 000 entreprises qui étaient concernées par des problèmes informatiques, de bugs, de codes, etc. Et je ne vous donne pas le nombre de personnes qui étaient chargées de s'en occuper. Bref, tout ça laisse bien entendre que cela peut prendre un certain temps, mais il n'en reste pas moins que tout devrait être en mesure de se régulariser. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, une fois que j'ai pu vous apporter un certain nombre de précisions sur les grands principes, mais qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand on réfléchit ou quand on veut présenter l'activité partielle, venons-en, si vous le voulez bien, à la constitution du dossier et de la procédure de recours à l'activité partielle qui, comme vous l'avez compris, est entièrement dématérialisée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va y avoir fondamentalement
3 grandes étapes. Et si on ne comprend pas ces 3 grandes étapes, eh bien, effectivement, on se tape un peu la tête contre le mur. La première étape va consister pour une entreprise, et celles qui l'ont déjà fait savent comment ça fonctionne, vont consister pour les entreprises à ouvrir un dossier sur le site qui est dédié à l'activité partielle, site qu'on trouve immédiatement en tapant Google activité partielle ou site activité partielle, vous tombez immédiatement dessus. Et donc, l'idée dans cette première étape, c'est muni de son SIRET de pouvoir donc ouvrir un dossier, mais une fois qu'il est ouvert, il faut attendre. Il faut attendre quoi? Il faut attendre de recevoir en retour 2 mails. Un mail avec un numéro un code et un second mail qui désigne la personne responsable, c'est-à-dire celle qui a fait la demande pour le compte de l'entreprise. Alors on se dit qu'une fois qu'on a reçu ces 2 mails, eh bien, ça y est, c'est bon, on va pouvoir présenter un dossier. Eh bien non, pas encore. Toujours dans cette première ouverture de dossier, il faut attendre un 3e mail qui est un mail d'habilitation au terme duquel vous êtes habilité, l'entreprise est habilitée, une fois que son dossier a été ouvert, c'est la première étape, l'ouverture du dossier, une fois que le dossier a été ouvert, de pouvoir faire la demande proprement dite d'activité partielle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, donc on a avec Vanessa un tableau, on a fait, comment dirais-je, un document PowerPoint qui reprend ces différentes étapes. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, si vous voyez donc à l'écran, j'ai repris le site, les premières parties, les premières étapes, les premiers pas sur le site. Et vous voyez, il y a un certain nombre d'informations à donner. Et au terme de ces informations, on reçoit, comme je l'indiquais tout à l'heure, un premier mail avec ici, vous voyez, un nom, qui est le nom de la personne qui s'est inscrite pour le compte de l'entreprise. Ensuite, on reçoit un second mail avec un code tout à fait abscon qui va servir ensuite à faire la demande. Et puis ensuite, on reçoit un 3e mail qui est celui de l'habilitation proprement dite. Donc là, c'est déjà un premier pas qui est important. Et si ce premier pas n'est pas fait, si les codes ne sont pas arrivés, si l'identification n'a pas été faite, on ne peut pas aller plus loin. Donc, sachez que ça prend aujourd'hui un petit peu de temps, c'est normal. Vous avez sur le site un certain nombre de mails de secours qui peuvent permettre d'essayer d'avoir accès aux services de la directe qui s'occupe de ce site. On y arrive, on finit par y arriver. On a toujours quelques exemples de bugs, notamment en ce qui concerne les codes, en ce qui concerne les identifiants, mais fondamentalement, la situation arrive à fonctionner. Une précision également, aujourd'hui, les choses n'ont pas encore changé. On nous a dit qu'elles devraient changer courant avril, mais ça n'a pas encore changé. Il faut faire une demande par établissement. Alors, quand je dis en fait par établissement, il faut faire une demande par numéro SIRET. Donc, il y aura autant de dossiers d'ouverts que votre entreprise disposera de numéros SIRET différents en fonction des différents établissements de cette même entreprise. Donc voilà, ça c'est la première partie parfois un peu laborieuse. Peut-être Vanessa là-dessus sur le côté laborieux des codes, est-ce que vous avez eu quelques retours de la part de nos adhérents d'entreprises qui effectivement continuent ou continuent un peu moins à souffrir de ces codes là-dessus? Est-ce que vous avez des observations particulières sur cette première étape? Bonjour à tous préalablement. Et puis oui, effectivement, on a encore pas mal d'adhérents qui n'ont pas reçu leur code, donc des demandes qui datent du 18 mars, donc qui commencent un peu à être inquiets par rapport au délai des 30 jours qui approche à grands pas. Alors, effectivement, Vanessa vient d'indiquer un point qui est important, qui est que les demandes d'activité partielle doivent se faire au plus tard dans un délai de 30 jours à compter du jour où on a commencé à mettre ses salariés en activité partielle. 2 observations sur cet aspect-là des 30 jours. Ça signifie qu'il est possible aujourd'hui de mettre son personnel en activité partielle sans avoir eu de retour de l'administration. Alors, bien évidemment, en théorie, on prend un risque que le dossier ne soit pas accepté. Objectivement, aujourd'hui, les refus de dossiers sont relativement rares, surtout s'ils sont bien remplis. On va bien évidemment évoquer la façon dont il faut remplir cette DAP, qui est la demande d'activité partielle.
Deuxième point, et Vanessa a raison, fait part de l'inquiétude de certains, c'est que, eh bien, il y en a qui ont commencé à mettre leur personnel en activité partielle depuis maintenant le 17 mars. Aujourd'hui, on est le 9 avril. Ils n'ont toujours pas leur code, donc ils auraient en principe jusqu'au 16 avril pour faire ces différents, faire leurs demandes, et ils n'ont toujours pas les codes. Bon. Je pense que ce délai de 30 jours va être reporté parce que on comprend bien que ça n'est pas la faute de l'entreprise. Le conseil que l'on peut donner à ce niveau-là, hein, Vanessa, c'est à tout le moins, si vous sentez que les codes tardent à venir et donc vous êtes dans l'impossibilité matérielle d'envoyer, d'ouvrir une demande, d'ouvrir même un dossier, eh bien, vous avez quand même malgré tout sur le site un certain nombre de mails à destination de la directe. C'est au moins de les informer et d'indiquer que vous n'avez pas accès, que ce n'est pas de votre faute en quelque sorte si le délai de 30 jours n'est pas respecté. Donc voilà. À la situation déjà un petit peu stressante, s'ajoute, comme on vient de l'évoquer, un certain nombre de bugs informatiques, mais qui en principe sont temporaires et ne devraient objectivement pas durer trop longtemps, au moins du moins, on l'espère. Donc on va considérer, si vous le voulez bien, que votre première étape est faite, c'est-à-dire que vous avez réceptionné les différents codes, et là on va passer dans la deuxième étape qui va consister à saisir sa demande d'activité partielle. Alors, quelques éléments importants pour en comprendre le sens. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais il y a quand même quelques points sur lesquels l'attention mérite d'être retenue. Quand je dis qu'il n'y a pas de difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de renseignements qui sont à donner. Ces renseignements, objectivement, vous les avez et ils ne sont pas forcément très compliqués. En revanche, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points en particulier qui concernent trois choses, qui concernent la motivation, le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures, plus exactement la durée sur laquelle vous allez faire votre demande. Je reviens, si vous le voulez bien, sur ces trois points de façon un petit peu plus précise. Premier point, en ce qui concerne la motivation. Et là, on touche au nœud, on touche véritablement au moteur de l'activité partielle. C'est est-ce que vous êtes dans une situation pouvant justifier le recours à l'activité partielle. Et là, il y a deux choses à relever. La première, vous allez avoir deux deux points à cocher. Vous allez avoir à cocher circonstances exceptionnelles. On comprend bien pourquoi. J'essaie de retrouver ici comment dirais-je. Voilà, je crois que je l'ai ici. Là, c'était les informations. Je me demande une seconde. Voilà. Vous allez avoir à cocher les circonstances exceptionnelles et coronavirus qui permet d'avoir un traitement rapide de votre demande. Et ensuite, il y a une case qui s'appelle motivation de la demande. Voilà, vous l'avez ici. Je me remets ici sur voilà. Vous avez donc ici, je répète, autres circonstances exceptionnelles à préciser, et ensuite, on coche coronavirus. Et là, vous avez une partie blanche qu'il est très importante de bien remplir, parce qu'elle est fondamentale. J'indique qu'elle fait, c'est toujours important de le savoir, 2000 caractères, espace compris, dans laquelle vous allez motiver votre demande, et donc expliquer pour quelles raisons votre demande doit être faite. Pour vous aider dans la motivation de cette demande, quelques éléments qui aident à la décision, notamment dans le document que l'on a mis au point, vous avez cet arbre de décision qui permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Il est clair que si l'entreprise fait partie, vous savez, des entreprises pour lesquelles un arrêté de fermeture a été prononcé, bon, là, pas de problème, vous rentrez dans le cadre de ces arrêtés de fermeture, la question ne se pose pas, il suffit d'indiquer que vous êtes dans ce cadre-là. Ensuite, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, la question qui se pose, est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes confronté à une réduction ou à une réduction totale d'activité ou à une suspension d'approvisionnement? On pense notamment
aux entreprises industrielles qui ne peuvent plus avoir de pièces détachées. On pense à tous les traiteurs, toutes les entreprises d'alimentation notamment qui ont des problèmes d'approvisionnement. Et puis on pense aussi à toutes ces entreprises qui n'ont plus d'activité parce que du jour au lendemain, la totalité de leurs clients ont suspendu, arrêté, reporté les différents contrats. Je pense notamment à toutes les sociétés dans les mondes du service où effectivement, quasiment du jour au lendemain, tous les projets se sont arrêtés. Et donc, il est important d'expliquer en quoi vous avez eu une baisse de chiffre d'affaires brutale, immédiate ou à très très court terme, et que cette baisse de chiffre d'affaires a entraîné une réduction de l'activité. Donc là-dessus, il y a une motivation qu'il est important de savoir mettre en œuvre. Et puis, il y a dans l'arbre de décision qu'on vous a communiqué une troisième situation, c'est que je ne ferme pas, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de faire travailler mes collaborateurs parce que je pense notamment des traiteurs ou des restaurations de livraison, parce que les cuisines notamment étaient trop petites pour pouvoir avoir les gestes barrières, etc. Et donc, dans l'impossibilité matérielle de faire travailler les gens au risque de porter atteinte à l'obligation de sécurité qui, je vous le rappelle, s'impose à chaque employeur. Donc, pour ce résumé, circonstances exceptionnelles, coronavirus, ce sont les deux cases à cocher, et en 2000 caractères, une explication la plus synthétique possible, liée principalement, parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, au fait que vous avez une réduction du chiffre d'affaires qui entraîne une réduction de votre activité. On n'a pas à ce niveau-là, d'abord parce qu'il n'y a que 2000 caractères, besoin de rentrer forcément dans des détails chiffrés. L'important, c'est d'avoir un développement, une motivation qui se justifie. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément qu'il est important, qu'il n'est pas facile, qu'il faut remplir, c'est pendant combien de temps? Alors là, on est dans une situation de totale, sans aucune visibilité. La demande peut être faite avant que cette situation arrive. On pouvait faire une demande jusqu'à 6 mois. Aujourd'hui, on peut faire une demande jusqu'à 12 mois maximum. Et il se trouve que l'administration a indiqué qu'elle recommandait, elle préconisait d'envisager, en absence de visibilité, d'avoir une motivation jusqu'au 30 juin 2020. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que ce 30 juin 2020 est une date sûrement préconisée par l'administration, sûrement un peu courte, et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des visions plus exactement, sur un calendrier plus à 6 mois qu'à 3 mois. Là-dessus, Vanessa, sur la durée, là-dessus, est-ce que vous avez eu aussi quelques précisions ou des éléments à apporter, d'informations complémentaires? Il y a des adhérents qui ont fait des demandes pour 1 an, par exemple, qui ont profité des nouvelles dispositions. Il y a eu des demandes qui ont été acceptées et d'autres qui ont été retoquées en disant que la date limite qu'il fallait demander était le 30 juin. Donc, en fonction des directs, on peut avoir des appréciations différentes. Et puis, surtout au niveau de la motivation, dès lors qu'on demande une durée plus longue, il faut aussi motiver la raison pour laquelle on va aller au-delà du 30 juin par rapport à l'activité spécifique de l'entreprise, ou même si après la fin du confinement, il y aura encore des conséquences et la reprise d'activité, elle ne sera pas immédiate pour pouvoir justifier finalement qu'on augmente le délai par rapport aux recommandations de l'administration. Bon, tout à fait. Voilà une précision qui est tout à fait importante à relever. Encore une fois, on est un petit peu au cas par cas à chaque fois. Donc, objectivement, aujourd'hui, la raison commande soit de s'en tenir au 30 juin en indiquant que on prend une date qui est préconisée par l'administration. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire valoir dans la demande de motivation. Et si on a, pour certains types de métiers, où on sait que si aujourd'hui les contrats s'arrêtent et si aujourd'hui le pipe, vous savez, expression souvent utilisée, si on n'a rien dans le pipe aujourd'hui, on sait que on est parti pour plusieurs mois. Eh bien, ça peut justifier effectivement en fonction de la saisonnalité ou du rythme de production qu'on aille jusqu'à 6 mois. Donc là aussi, à vous d'évoquer d'évoquer la situation, de pouvoir la justifier.
en ayant quand même conscience d'une chose, c'est que si vous êtes retoqué ou s'il y a un refus, sachez qu'on peut tout de suite ensuite nouvelle demande en apportant peut-être des correctifs par rapport à la première. Donc, premier élément, je dirais, encore une fois, pour limiter le stress de chacun, si vous avez un refus, ça n'est pas la fin de tout, vous n'êtes pas totalement abandonné. Vous avez la possibilité de refaire une nouvelle demande en apportant, je dirais, ou en étant plus dans les schémas ou les directives que peut vous donner la directe. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on a des directs qui sont aussi nombreuses que les départements et donc effectivement, il y a parfois des contrariétés de décision. Donc là-dessus, si vous avez un refus, ça n'est pas la fin, on peut toujours revenir devant l'administration. Dernier élément qui est important et qui n'est pas facile à remplir. On va vous demander dans ce document quel est le nombre d'heures chômées. Et là, il faut prendre sa calculette, prendre son nombre de salariés, prendre son nombre de semaines et parvenir à un calcul qui est un calcul bien évidemment prévisionnel, qui est un calcul qui ne se réalisera peut-être pas. Je pense que c'est le conseil que l'on donne, c'est se donner une marge de manœuvre. Parce que vous imaginez bien que si ensuite, au cours de la troisième étape, qui va être la demande d'indemnisation proprement dite, les demandes sont inférieures à ce qui avait été projeté, il n'y aura pas trop de difficultés. En revanche, si dans votre projection, vous étiez trop juste ou trop optimiste, ça sera un petit peu plus compliqué parce qu'il faudra faire une nouvelle demande avec d'autres justificatifs parce que vous ne serez pas dans le schéma pour lequel l'administration vous aura donné son OK. Donc là aussi, un calcul à faire. Je n'ai pas d'autre solution, Vanessa, que de prendre une calculette et de calculer de façon très souvent un peu grossière, mais un nombre d'heures, et on s'aperçoit que le nombre d'heures est assez faramineux. Oui, en mettant un maximum d'heures aussi, je pense que ça c'est important de le dire en partant sur une vision pessimiste de l'activité pour ne pas avoir à demander finalement en paiement plus d'heures que ce qui a été mentionné dans la demande d'activité partielle. Exactement, il faut avoir une vision effectivement plutôt pessimiste qu'optimiste. Le pessimiste consistant à demander beaucoup d'heures et finalement au bout du compte peut-être des indemnisations, et on l'espère parce que ça voudrait dire que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on avait pu l'envisager, un nombre d'heures, une indemnisation inférieure à ce qui était demandé. Voilà, cette deuxième étape, c'est une étape importante. Sachez qu'auparavant, l'administration avait 15 jours pour répondre. Là, aujourd'hui, elle a 48 heures. Et quand vous avez donc eu les codes, que vous avez eu l'habilitation, que vous êtes dans cette troisième étape où vous avez rempli, vous avez donné les indications qu'on vous a indiquées avec Vanessa, eh bien, une fois que vous lancez votre demande d'autorisation, l'administration a 48 heures pour répondre. Objectivement, en ce moment, les délais sont tenus et sachez que s'il n'y a pas de réponse, il y a ce que l'on appelle une décision implicite d'autorisation qui fait que l'entreprise est tout de suite concernée et tout de suite, c'est tout de suite où elle en est effectivement. Voilà, donc ça c'est important et en fait je pense aujourd'hui Vanessa que l'administration procède par un contrôle par sondage et par cohérence ou plus exactement par incohérence. Et c'est si effectivement il y a des incohérences que par rapport au nombre d'heures, par rapport au nombre d'effectifs, parce qu'il faut aussi indiquer l'effectif au sein de l'entreprise, que s'il y a des incohérences trop importantes, qu'il peut y avoir un refus, mais un refus, comme je vous l'ai indiqué, qui est un refus partiel. Oui, les entreprises, dans ce cas-là, elles sont invitées à modifier leur demande pour se mettre en conformité. Voilà, il n'y a pas de refus, on leur demande de modifier la proposition initiale qu'ils avaient faite. Tout à fait. Donc, rien n'est perdu. C'est vraiment un message à faire passer. Rien n'est perdu. Il est important de le savoir. Donc, on a passé la première étape, ouverture du dossier. On a passé la deuxième étape, c'est-à-dire une demande d'autorisation motivée qui a été faite. À cette demande d'autorisation motivée, on a eu un retour positif de la part de l'administration. Et donc, à partir de là, eh bien, il va y avoir une troisième étape. Alors, cette troisième étape, vous avez 1 an pour la formuler. Donc, on a un petit peu de temps. Et la troisième étape, ça va être ce que l'on appelle la demande d'indemnisation qui va se faire sur la base des bulletins de paie que vous allez, qui auront été faits au titre de cette activité partielle. Et là, vous demanderez effectivement
on rentrera dans la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la réalité de ce qui s'est passé pendant les deux dernières semaines de mars, dans ce qui va se passer pendant tout le mois d'avril, et salarié par salarié, semaine par semaine, vous aurez à noter le nombre d'heures travaillées, sachant que le logiciel va calculer le nombre d'heures chômées sur une base de 35 heures. Donc, sachez que j'ai déjà eu des retours d'indemnisation, parce que l'administration nous a indiqué que ces retours d'indemnisation, puisque vous avez compris que c'est l'entreprise qui fait l'avance, bien évidemment l'avance du montant de l'activité partielle, eh bien, l'entreprise ensuite, une fois qu'elle fait cette demande d'indemnisation, l'administration nous indique qu'elle a 12 jours. Et moi, j'ai eu déjà un certain nombre de clients qui ont reçu des avis de paiement. Donc, ça semble aller assez vite aussi. Bref, alors après, ça va dépendre de l'embouteillage, ça va dépendre de plein de choses, mais sachez qu'il y a des premiers retours positifs d'entreprises qui ont bénéficié de cette indemnisation. Donc ça, c'est la dimension, comment dirais-je, demande, dossier numérique, qui n'est quand même pas une petite affaire, qui n'est pas simple. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'indemnisation perçue par le salarié et de l'allocation perçue par l'entreprise, Vanessa, peut-être des observations ou en complément sur l'aspect, comment dirais-je, immatériel pour l'instant de l'activité partielle? Non, j'ai eu les mêmes retours que vous. Les paiements allaient assez vite finalement une fois qu'on avait transmis les dossiers de demande d'indemnisation et qu'elles étaient complètes. D'accord. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées. On verra ensuite, là je m'adresse à notre responsable logisticien, technicien et d'un grand soutien, Pascal. Vous nous direz pour les questions comment on procédera, mais on procédera plutôt vers la fin si vous le voulez bien, parce que ce sera peut-être plus simple. Oui, Quelques logiquement, minutes encore si vous le voulez. Pardon, il y a une séance de questions. Pascal? Après, il y aura la séance des questions. C'est vous qui nous direz quand est-ce que vous souhaitez qu'on passe dans la séance de questions. On fonctionne comme ça, Pascal, ça vous va? À la fin, parfait. Je continue sur quelques éléments, concernant l'indemnisation et l'allocation, et ensuite évoquer rapidement un certain nombre de questions qui se posent et qui sont récurrentes. Alors, on ne les traitera pas tous, mais quelques alertes ou du moins quelques précisions. Alors, tout d'abord, vous apportez quand même une précision qui est la fameuse indemnisation que va percevoir le salarié. Là aussi, il est toujours important d'avoir les bons mots de vocabulaire pour bien comprendre de quoi on parle. Les salariés vont recevoir une indemnité d'activité partielle qui est versée par l'employeur. Donc, je vous le rappelle, c'est l'employeur qui fait l'avance et qui va correspondre à une partie de leur rémunération antérieure qui va être calculée sur la base des heures qui sont chômées. Et puis, dans un second temps, c'est ce dont on vient de parler en ce qui concerne la demande d'indemnisation, eh bien, l'employeur va recevoir non pas une indemnité, mais va recevoir une allocation qui est financée conjointement par l'État et l'UNEDIC. Alors, sachez qu'en ce qui concerne le nombre d'heures qui peut être indemnisé, auparavant, on était à 1000 heures par an et par salarié, et on est passé, depuis un arrêté en date du 31 mars 2020, à un contingent d'heures indemnisables qui est de 1607 heures par salarié au titre de l'année 2020. Ça, c'est les grands principes. En ce qui concerne ce que perçoit le salarié, eh bien, c'est un chiffre dont vous avez sûrement dû entendre parler, qui est toujours valable, qui était un chiffre qui était déjà valable par le passé sous l'empire de l'ancienne, enfin non pas l'ancienne législation, mais la législation qui existait et qui existe encore dans les grandes lignes avant les dispositions d'urgence qui sont intervenues. Eh bien, le salarié va percevoir une indemnité horaire, donc multiplié par le nombre d'heures chômées, qui correspond à 70% de sa rémunération brute. 70% de sa rémunération brute, ça revient grosso modo à environ 84% du salaire net. Pourquoi? Parce que cette indemnité brute que reçoit le salarié n'est pas soumise à charges sociales, elle n'est soumise uniquement qu'à la CSG-CRDS, bien sûr à impôt par ailleurs, ça la question ne se pose pas, mais ce qui explique qu'au bout du compte, la perte pour le salarié sur les heures chômées n'est que, si vous me permettez l'expression, que de 14%. Donc, rappelez-vous,
le salarié qui est mis en activité partielle, et c'est un élément qui s'impose à lui, on n'a pas à donner son autorisation. Là aussi, c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas intervenu, mais pensant que c'était quand même, que c'était quelque chose qui ne posait pas de difficulté. Le salarié va donc percevoir 70% de sa rémunération brute, ce qui revient à peu près à 84% du net. Ça, c'est ce qui va lui être versé ou ce qui lui a déjà été versé sur les 15 derniers jours du mois de mars, et c'est ce qui lui sera versé au titre du mois d'avril et des mois suivants. Et donc, vous aurez sur vos bulletins de paie de l'ensemble de vos collaborateurs, vous aurez une ligne qui correspondra à la rémunération des heures de travail, des heures travaillées effectivement, et puis vous aurez un montant qui sera le montant de cette indemnité d'activité partielle qui correspond à 70% de la rémunération brute. Alors, ça, c'est côté salarié. Côté employeur, sachez que côté employeur, eh bien, la somme qui est versée aux salariés sera remboursée à 100% par l'État à l'employeur, avec malgré tout une limite qui est que cette limite est de 4,5 fois le taux horaire du SMIC, qui correspond environ à une rémunération de 7 000 € environ brut par mois. Donc, pour faire simple, en dessous, pour les salaires qui sont en dessous de 4,5 fois le SMIC, eh bien, l'employeur sera remboursé à 100%. Alors là, il y a effectivement un élément nouveau qui n'existait pas à l'époque, avant la crise, parce que avant la crise, le remboursement qui était prévu pour l'employeur, donc l'allocation pour l'employeur, était limité à environ entre 7 et 8 € par heure et par salarié. Et donc, ça signifiait qu'à l'époque, l'activité partielle avait un reste à charge pour l'employeur qui était très important, puisque le salarié, vous l'avez compris, touchait 70% brut de sa rémunération, que sur cette indemnité versée par l'employeur à son salarié, eh bien, l'État ne lui versait qu'une somme forfaitaire fondée sur un taux horaire d'un maximum d'entre 7 et 8 € par mois. Là, aujourd'hui, nous sommes dans le « quoi qu'il en coûte », expression connue et que vous avez tous reconnue, bien évidemment. On est passé effectivement à 100% de ce remboursement. Donc, vous imaginez les sommes qui vont être en jeu. Une précision également, sachez que, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais je le répète, cette indemnité d'allocation d'activité partielle n'est pas soumise à cotisation sociale, elle n'est soumise qu'à la CSG-CRDS. Sachez que si l'employeur décide, et il y a un certain nombre d'entreprises qui le font, sans que cela ait un caractère obligatoire, sauf certaines conventions collectives, je pense notamment à la Syntec, pour lequel il est prévu une rémunération des salariés en activité partielle un peu plus importante que ce que prévoit la loi. Bref, toujours est-il que l'employeur a la possibilité de verser une indemnisation complémentaire, en fait, pour éviter la baisse de salaire du salarié soumis à une activité partielle. Eh bien, ce complément d'indemnisation, cette indemnisation complémentaire, va suivre le régime principal, à savoir cette indemnité d'activité complémentaire, et n'est pas elle-même soumise à cotisation ni à charge sociale. Attention, il est clair que l'activité partielle étant une mesure d'ordre collectif, on ne peut pas, à notre sens, dire à certains vous allez être payé 100%, puis à d'autres dire sans justification, et même avec des justifications, je les vois mal. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures au sein d'une entreprise, et certains les compenser à 100%, et puis d'autres les laisser, comme dans les termes de la loi, à 70%. Avant d'aborder les questions qui vont concerner CSE, congé, arrêt pour enfants malades, télétravail notamment, sur ces aspects d'indemnisation, d'allocation, Vanessa, vous-même de votre côté, quelques compléments par rapport aux parce que vous aviez par rapport
Oui, par rapport aux généralités, c'est ça, hein, on est là-dessus. Après, il va y avoir des spécificités pour les heures supplémentaires structurelles, notamment, et sur lesquelles c'est un peu compliqué parce qu'à ce jour, on n'a pas de position claire, hein, tant au niveau de la jurisprudence que de l'administration sur la façon de les traiter. Non, mais sinon, voilà, j'avais pas rien de particulier en plus à rajouter. Alors maintenant, si vous le voulez bien, quelques points d'éclairage. On ne pourra pas prétendre être exhaustif, mais les principaux points que l'on voit arriver. En terminant par le plus important, qui est activité partielle et télétravail, avec derrière des menaces, n'ayons pas peur du terme, qui ont pu être considérées comme telles de la part de l'administration. Un premier point en ce qui concerne le CSE. Le CSE doit être consulté. Je parle des CSE de plus de 50 salariés, c'est ce qui se passait avant, donc il continue les CSE de plus de 50 salariés. En principe, le CSE doit être consulté préalablement à la mise en activité partielle, vous voyez, on a envie de dire chômage partiel. Aujourd'hui, compte tenu de la situation, l'administration, pas l'administration, la loi, les ordonnances qui sont parues fin mars, début avril, autorisent à ce que cet avis du CSE, qui est un élément impératif, cet avis du CSE puisse intervenir dans les 2 mois de la mise en œuvre de l'activité partielle. Donc là-dessus, si vous n'avez pas consulté votre CSE, ne vous inquiétez pas outre mesure, mais il faudra le faire, c'est impératif. Si vous l'avez déjà fait, c'est très très bien. On imagine bien que dans la consultation qui est faite au CSE, on explique les raisons, en fait, on développe la motivation qu'on a indiquée tout à l'heure en 2000 caractères, là on la développe peut-être en un peu plus de temps. On indique effectivement aussi au CSE à cette occasion comment on organise cette activité partielle, ce chômage partiel au sein de l'entreprise. Deux points, non pas d'interrogation, mais 2 points saillants à mettre en avant. Le premier, moi j'ai une entreprise, j'ai moins de 50, je suis entre 11 et 49 salariés, j'ai donc un CSE. Est-ce que je dois ou pas le consulter ? Alors, dans un premier temps, on vous répondait droit dans nos bottes, hein, Vanessa, non, vous n'allez pas le consulter parce que ça renvoie aux anciennes dispositions du comité d'entreprise. Et ça n'était que pour les comités d'entreprise, donc que pour les plus de 50. Là, il se trouve que, tel que les nouveaux textes ont été rédigés à ce niveau-là, il est indiqué une consultation du CSE si l'entreprise en est dotée, sans faire de distinction entre les plus de 50 et les moins de 50. Et puis, pour ajouter à la complexité, parce que vous imaginez que les choses ne sont jamais simples, figurez-vous que dans les questions-réponses de l'administration, il y a des contradictions. Dans certains textes de l'administration, on a vu ça, ils disent que c'est tous les CSE qui doivent être consultés. Puis, dans un question-réponse, le dernier en date du 3 avril de mémoire, l'administration disait non, c'est toujours les CSE de plus de 50. Bref, pour faire simple et pour être prudent et parce que il faut savoir utiliser son CSE. Notre recommandation, c'est qu'à partir du moment où vous avez un CSE, consultez-le. Tenez votre CSE au courant. C'est important pour faire passer un certain nombre de messages. C'est important aussi pour conserver des traces de ce qui se fait dans l'entreprise. Et quand je dis des traces, notamment à l'égard des procès-verbaux. Donc voilà, une petite incertitude en ce qui concerne le CSE, mais une position prudente et un conseil que nous donnons, qui est de consulter votre CSE quand vous en avez un. Vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes à moins de 50 ou plus de 50. Sur le CSE, rapidement, Vanessa, Si j'avais une petite précision à apporter pour les entreprises qui avaient l'effectif pour mettre en place un CSE et qui ne l'ont pas fait. Ah oui, très bien. Oui, bien sûr, elles pourront quand même demander l'indemnisation au titre de l'activité partielle. Ce ne sera pas un motif de rejet, voire de remboursement si ça avait été accepté préalablement de l'allocation versée à l'entreprise. Il y a une tolérance de la part de l'administration à charge pour l'entreprise dès la fin du confinement de mettre en place le CSE. C'est un engagement que prend l'entreprise à ce niveau-là. Ok, ça c'est très important ce que Vanessa vient de vous indiquer. C'est-à-dire que les entreprises, il n'y en a pas, Vanessa, hein. Nous ne connaissons pas d'entreprise, nous n'en connaissons aucune sur le territoire qui n'a pas mis à compter du 1er janvier, un CSE. Nous n'en connaissons pas personnellement. En tous les cas, si jamais il en existait et que ces entreprises demandent de l'allocation, demandent de l'activité partielle, un bénéfice de l'aide, là pour le coup,
là, il ne faut pas y couper. Il est fondamental, au risque de se voir demander le remboursement des allocations perçues, il est fondamental à compter du 24 mai de mémoire, sous réserve que le confinement, etc., de lancer le processus d'élection. Merci de cette précision, effectivement, j'allais oublier de la mentionner, elle est importante. Deuxième point, rapidement aussi, parce que le temps nous est imparti. Deuxièmement, activité partielle et congé. Là aussi, un certain nombre de modifications. Sachez que dans le cadre d'un accord, mais il faut un accord. Mais sachez aussi qu'un accord aujourd'hui, autant c'était difficile auparavant parce qu'il fallait des délégués syndicaux, autant aujourd'hui c'est plus facile puisqu'on peut passer un accord avec son CSE. Sachez qu'il est possible donc de passer un accord avec son CSE pour autoriser l'employeur à poser des congés payés dans la limite de 6 jours de congés payés, d'imposer des congés, d'imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours. Mais pour ça, il faut un accord. En revanche, l'entreprise a la possibilité, à un volant de 10 jours, mais qui sont les 10 jours à prendre sur ce qu'on appelle les jours de repos ou les JRTT, etc., ou les jours qui sont sur les jours qui sont sur le compte épargne-temps. Vous l'avez compris, si les salariés sont mis en congé, eh bien pour ces jours-là, il n'est bien sûr pas possible d'obtenir une allocation et une quelconque aide puisque ces personnes sont en congé. Là-dessus, sur les congés, Vanessa, également, un complément de quelques précision. accords de branche qui ont été conclus pour les congés, mais ça reste quand même à la marge par rapport au nombre d'entreprises qui veulent imposer à leurs salariés des congés. C'est important de rappeler que par une décision unilatérale, les entreprises ne pourront pas imposer de congés à leurs salariés au risque que leurs salariés leur demandent a posteriori de pouvoir reprendre les congés et que l'entreprise soit amenée au final à les payer 2 fois. Exactement. Dans les accords qui sont passés au jour d'aujourd'hui, on a l'industrie automobile et la métallurgie qui ont passé un accord de branche. On en attend un de la part de la Syntec, mais il tarde un tout petit peu à venir. Troisième point, là aussi pour aller vite. Troisième point, vous savez, les fameux arrêts pour enfants, pour garde d'enfants. Est-ce qu'on peut combiner les deux, etc. Il y a eu une multitude de questions. Là aussi, il faut reprendre les textes et les principes. Une personne, un salarié ne peut être indemnisé pour garder les enfants, indemnisé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, que s'il est dans l'impossibilité de travailler. C'est-à-dire que les enfants sont à la maison et il ne peut pas travailler. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce même salarié, et là on est sur une vraie difficulté dans la vraie vie, si ce même salarié est en mesure de faire du télétravail, eh bien, il ne peut pas être indemnisé au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Manifestement, ceux qui ont écrit de telles lois ne se sont pas retrouvés dans 70 mètres carrés avec 3 enfants en bas âge et aller faire du télétravail dans ce genre de situation. Je trouve que là, il y a une incongruité absolue, mais sachez que ça n'est pas possible. Donc, ces salariés en question, soit ils seront mis en activité partielle comme les autres collaborateurs, soit l'entreprise leur demandera de travailler au titre du télétravail, quand bien même la situation est difficile. Et Vanessa, rappelez-vous, on avait été interrogé sur ce point, on était un peu interloqué. Malheureusement, oui, à partir du moment où la personne peut faire du télétravail, elle ne peut pas bénéficier d'indemnité journalière de sécurité sociale. Dernier point, avant peut-être d'aborder les questions, activité partielle et télétravail. Pourquoi cette thématique? Parce que vous avez dû voir, et le MEDEF l'a notamment signalé, a été assez moteur sur le sujet, ou du moins s'est inquiété de la situation. Il se trouve que les directs ont affirmé le principe suivant: la mise en chômage partiel des salariés n'est pas compatible avec le télétravail. Et là, quand on entend ça, eh bien, tout s'écroule. Tout s'écroule. Pourquoi? Parce que on a des gens qui peuvent être mis en télétravail, sauf que c'est bien de mettre les gens en télétravail, mais faut-il encore qu'ils aient du travail? Et donc, quand l'administration vient nous dire que la mise en chômage partiel n'est pas compatible avec le télétravail, en fait, et on a eu une réponse
formelle de la directe du 94. On peut imaginer que celle du 93 dira la même chose et qui doit nous rassurer, à savoir que un salarié, que cette phrase-là, en fait, ne concerne fondamentalement que l'activité partielle totale. Ça veut dire quoi? Premier schéma, une société est en fermeture, vous savez, c'est l'une des fameuses possibilités d'activité partielle. Si on est en fermeture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail du tout, il n'est pas question, et je le dis avec beaucoup de force, et nous disons avec beaucoup de force avec Vanessa, il n'est pas question de solliciter une quelconque aide si, en même temps, eh bien, un certain nombre de collaborateurs continuent à faire du télétravail. Ça, c'est absolument interdit et c'est absolument incompatible. Je parle comme dans le cas d'une fermeture totale. En revanche, la réponse que nous a apportée la directe sur notre intervention directe du MEDEF de l'Est parisien, parce que cette phrase-là nous perturbait beaucoup, la réponse, et je vous la lis in extenso, c'est: un salarié peut être en télétravail sur une partie de son temps si son activité se trouve réduite du fait de la situation sanitaire et que l'activité partielle peut être demandée en complément. En d'autres termes, on peut avoir un salarié, prenons un exemple, qui d'habitude travaille 5 jours par semaine, activité mise en chômage partiel 1 jour par semaine. Eh bien, pendant une journée, il ne travaillera pas, il ne sera pas en télétravail et l'employeur pourra solliciter de l'activité partielle pour lui. En revanche, sur les 4 autres jours, il travaillera, certes, en télétravail, il travaillera, mais il sera quand même éligible à l'activité partielle sur le jour où il ne travaille pas. Pourquoi ce souci? Eh bien, ce que nous dit la directe, et je continue à lire ce texte qui est important, de la directe 94, ce que nous craignons, et nous avons déjà des signalements en ce sens, ça veut dire que des entreprises se sont vues dénoncer, alors, soit par leurs salariés, soit par des syndicats, soit par que sais-je encore, ce sont des entreprises peu scrupuleuses qui demandent l'activité partielle pour des salariés qui travaillent en télétravail et sans réduction d'activité. Donc là, et je voulais en terminer là-dessus, il est très très important. Vous imaginez bien qu'on parle d'argent public. Cet argent public, il va être distribué manifestement de façon, on le pense, on l'imagine, j'aurais presque envie de dire on l'espère, de façon généreuse. En revanche, si a posteriori les entreprises ne sont pas cohérentes et ont demandé le bénéfice d'argent public alors que leurs salariés ont continué à travailler et donc en contradiction avec les niveaux d'activité partielle qui ont été déclarés, eh bien là, les sanctions seront lourdes parce que c'est du travail illégal. Et là, vous savez, quand on parle de travail illégal, il y a bien sûr remboursement des aides, il y a bien évidemment travail dissimulé, pénal, etc., etc. Je n'en dis pas plus, vous aurez compris. Donc attention sur la nécessité fondamentale de conserver, ce sera le mot de la fin de cette présentation, de conserver toutes les traces au sein de vos entreprises entre les heures qui ont été chômées et les heures qui ont été travaillées. C'est une nécessité impérieuse, alors à chacun de faire en fonction de son organisation, pour que vous soyez dans 6 mois, 1 an, en mesure de justifier que si vous avez demandé l'activité partielle, c'est que ça correspondait effectivement à une vraie baisse d'activité. Voilà ce que je voulais, en un temps sûrement un petit peu trop long par rapport au temps qui est imparti, vous indiquer. Sur ce point-là, Vanessa, des observations? Oui, peut-être donner en fait un emploi du temps précis aux salariés en télétravail pour ne pas qu'ils se sentent mis à disposition de l'employeur toute la journée avec le risque inhérent au fait qu'après on puisse considérer que ce n'était pas des heures chômées mais des heures travaillées. Donc donner un cadre très précis au temps de télétravail du salarié. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment très important. Ça pourrait peut-être faire l'objet de compléments d'information une fois que cette période sera un peu passée. Mais là aussi, le mot d'ordre et notre rôle en tant qu'organisation patronale et professionnelle, c'est vraiment d'inviter les entreprises à faire preuve d'une grande prudence et d'un grand sérieux dans ces demandes d'activité partielle, et de pouvoir bien justifier qu'il y a effectivement eu une partie travaillée, une partie non travaillée. On ne fait là qu'appliquer des règles qui existent en temps normal, à savoir, je vous le rappelle, il faut toujours revenir au grand principe que l'entreprise, le chef d'entreprise,
l'entreprise, l'employeur est responsable du fonctionnement de l'entreprise et doit très précisément savoir ce que font ses collaborateurs, quel que soit leur niveau. On imagine bien qu'une fois qu'on a dit ça, quand on rentre dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, mais il est important d'avoir ça présent à l'esprit. En tous les cas, merci de votre écoute. À nouveau, désolé de ne peut-être pas avoir répondu à toutes les questions, et elles sont nombreuses et elles sont tous les jours plus nombreuses, parce que c'est un vrai bouleversement auquel on assiste. Mais encore une fois, votre MEDEF fera en sorte d'être le plus proche de vous, et sur un certain nombre de points de principe. Vous voyez, par exemple, télétravail et activité partielle, bien pouvoir par rapport à nos instances de proximité, nos administrations de proximité, qui sont celles qui vont décider pour les entreprises du territoire, être en mesure d'apporter une réponse et de sécuriser nos adhérents dans leur pratique, en étant tous bien vigilants sur le fait que c'est de l'argent public qui est manié, et qu'à partir de là, rappelez-vous ce qu'a dit le directeur de la Directe du 94, les entreprises peu scrupuleuses risquent d'avoir quelques soucis. Donc là-dessus, soyez vraiment très, très vigilants. Merci à vous tous de votre attention, aux nombreux participants, et ravis de cette première expérience de webinaire. Merci Maître, merci Vanessa Labose, notre responsable. Merci à tous. Merci, à bientôt.